Et le décryptage aujourd'hui, c'est avec Antoine Mariotti. Bonsoir. Bonsoir Johanna. Alors la première question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à avoir un accord? On a beaucoup de messages contradictoires qui sont envoyés essentiellement par les Américains, mais aussi par l'Iran. Où on en est? On en est que pour l'instant, il y a toujours des négociations, qu'on bute manifestement toujours sur les mêmes points, à savoir notamment les 400 kilos d'uranium qui sont déjà enrichis à 60%, non pas que ce soit suffisant pour faire une bombe atomique, mais enfin on s'en rapproche quand même dangereusement et Israël et les États-Unis craignent que l'Iran puisse trouver un moyen de s'en servir justement pour arriver à cet objectif-là. On en est aussi au fait que pour la énième fois, on ne les compte plus, 5, 6, 7, 8 fois, eh bien Donald Trump nous dit qu'on est vraiment à un cheveu d'avoir un accord, mais systématiquement ce cheveu-là, eh bien, il n'est pas enlevé, si on peut dire. Les Iraniens systématiquement disent que ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, on ne sait pas beaucoup plus. Donald Trump a dit hier qu'il convoquait une réunion à la Maison-Blanche pour faire un point justement et prendre sa décision. Et des sources qui ont été citées par nos confrères de CNN et de personnes qui étaient dans cette réunion disent eh bien, écoutez, la décision du président Trump, elle n'a même pas été abordée lors de cette réunion. C'est dire si ça a avancé de ce point de vue-là. Alors on évoque depuis jeudi dernier la possibilité d'une prolongation du cessez-le-feu qui est actuellement en vigueur, prolongation de 60 jours, donc 2 mois, qui permettrait aussi d'ailleurs d'avoir un allègement des deux côtés, tant du côté iranien qu'américain, du blocus sur le détroit d'Ormuz, qui serait progressif pour montrer que chacun le fait réellement plutôt que d'ouvrir soudainement. Est-ce que ça va se faire? On attend de voir. Ce serait une sorte de protocole d'accord de 60 jours, donc avant d'arriver à une vraie négociation sur des sujets plus profonds, et notamment les Iraniens qui n'aimeraient parler du nucléaire qu'après cette période transitoire, alors que les Américains, bien évidemment, veulent que l'on puisse parler des questions de nucléaire, notamment l'uranium enrichi dont je vous parlais, eh bien, avant, dès à présent même. Donc ça ne bouge pas énormément pour l'instant. Maintenant, il faut être prudent, c'est qu'on peut très bien avoir une annonce dans 5 minutes à la surprise générale, comme ça peut ne pas venir avant des semaines. Vous avez Pete Hegseth qui joue la pression, évidemment, comme dans toute négociation. C'est un bras de fer, ne l'oublions pas, et qui nous dit on a les moyens, nous les États-Unis, de relancer une guerre. J'ai envie de vous dire merci, monsieur le secrétaire à la guerre. On était au courant que vous aviez des capacités fortes. Donc, je ne pense pas que ça impressionne particulièrement les Iraniens. Ils savent très bien que les Américains ont des capacités militaires extrêmement importantes. Ouais, c'est encore compliqué. Malgré tout, il y a une volonté américaine de conclure un accord. Est-ce qu'il y a aussi une volonté israélienne? Ce n'est pas la même position, très clairement, entre la Maison-Blanche et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour tout vous dire, j'ai un peu l'impression d'être dans Retour vers le futur. On est presque exactement dans la même situation qu'en 2013, 2014, 2015, lorsqu'il y avait ces fameuses négociations sur le nucléaire iranien qui ont abouti sur l'accord du 14 juillet 2015, que Donald Trump a déchiré unilatéralement alors que tout le monde le respectait, l'Iran y compris. Donc c'était le programme nucléaire iranien était suffisamment encadré pour s'assurer qu'il soit uniquement civil et qu'il ne puisse pas avoir une bombe. Autrement dit, exactement l'objectif qu'essaye d'avoir aujourd'hui Donald Trump. Donc il essaie d'avoir un accord qui concrètement quasiment similaire. On peut trouver des variantes, notamment sur la durée de l'accord, qui était peut-être trop courte en 2015, et pour avoir une pérennité de cet accord, s'assurer que sur plusieurs décennies, non, l'Iran ne pourra pas, si jamais il le décidait, avoir une bombe nucléaire. Mais sinon, dans les sujets que l'on traite, notamment l'uranium enrichi, pour qu'il puisse quitter le pays pour pas que les Iraniens puissent s'en servir, on était exactement dans les mêmes discussions. Donc, il y a toujours cette question-là. Il y a aussi des questions qui ne sont pas abordées et qui font craindre à Israël qu'il puisse y avoir un mauvais accord. Enfin, toujours dans cette situation-là, Israël, à l'époque déjà, j'oublie de vous le dire, faisait tout pour faire dérailler cet accord, jusqu'à aller faire un discours, c'était Benjamin Netanyahou qui l'a fait au Congrès américain, contre l'avis de la Maison-Blanche, sans avoir été invité par la Maison-Blanche, pour venir dire que eh bien, Barack Obama faisait une erreur historique. Imaginez un petit peu, aujourd'hui il ne peut pas se le permettre, étant donné la relation qu'il a avec Trump et le capital politique que cela lui apporte. Il y a 2-3 points de friction aussi, c'est notamment le Liban, c'est-à-dire que les États-Unis aimeraient qu'Israël eh bien, arrête leur offensive et leur guerre au Liban et leur occupation, parce que c'est une occupation du sud du pays, en chassant des populations de leur foyer. Il y a aussi la question eh bien, des proxys, c'est-à-dire ces groupes, notamment le Hezbollah libanais, des milices chiites en Irak, qui sont pilotés ou plus ou moins sous perfusion en fonction des uns et des autres de l'Iran. Et ça, ces questions-là n'avaient pas été abordées en 2015
2015 par exemple, et pour l'instant, elles ne le sont pas non plus. Et est-ce que ces tensions entre le président américain et le Premier ministre israélien, ces différences de volonté ont un impact sur leurs relations? On voit bien que Netanyahou est très largement mis à l'écart finalement. Il a lancé cette guerre-là, il a presque convaincu nombre de leurs proches, Donald Trump, de lancer cette guerre contre l'Iran, alors que le renseignement américain disait que depuis la guerre de juin dernier, eh bien, l'Iran n'avait aucune capacité pour produire une bombe, qui n'avait pas reconstitué non plus ce qui avait été détruit depuis juin dernier. Autrement dit, eh bien, cette guerre-là serait illégale parce que pour qu'elle ne passe pas par la case ONU, eh bien, il faudrait qu'il y ait une menace imminente. Et Tulsi Gabbard, qui est toujours pour quelques jours encore la chef du renseignement aux États-Unis, a affirmé qu'il n'y avait pas cette menace immédiate. Donald Trump très clairement, mène le bal sur ces questions-là. Il veut imposer cet accord. Netanyahou essaye désespérément de le convaincre de ne pas le faire. Il fait pression sur lui pour que les États-Unis, avec Israël, reprennent les opérations militaires de grande échelle contre l'Iran pour provoquer un effondrement du régime. Il pousse notamment pour frapper toutes les infrastructures pétrolières de l'Iran, ce qui assécherait le régime et pour le précipiter à sa perte. Mais Donald Trump, lui, ce qu'il veut, c'est sortir de tout ça. C'est arriver à s'arrêter, en sortir, et donc à trouver une solution rapidement. Donc ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et quand il a été interrogé récemment là-dessus, Donald Trump a voulu rappeler que c'était quand même lui qui décidait, en disant Bibi, le surnom de Netanyahou, c'est un type bien, je cite, il fera ce que je lui dis de faire. Et d'ailleurs, je suis tellement populaire en Israël que je pourrais devenir président d'Israël. Alors, il se trouve qu'il y a des élections à la fois aux États-Unis, les élections du mandat et des élections en Israël. Est-ce que tout ce qui se passe actuellement, toutes ces tensions, toutes ces dissensions, ça peut avoir un impact sur les élections à la fois pour Donald Trump et pour Benjamin Netanyahou ? Très clairement, et pour des raisons assez différentes, c'est-à-dire que ces deux élections, les midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis et les élections législatives en Israël, elles doivent se tenir, ironie du sort, à peu près au même moment, vers le mois de novembre. Donc on approche, on est dans quelques mois, dans moins de 6 mois désormais, tant aux États-Unis qu'en Israël. C'est quelque chose d'important, à la fois pour les midterms, parce que vous avez l'inflation donc provoquée par cette guerre en Iran, notamment la flambée de l'essence, des prix à la pompe pour l'Américain moyen, qu'il habite dans le Montana, à New York, ou peu importe. Et ça, c'est important pour Donald Trump de mettre un terme à cette guerre-là pour que l'inflation rebaisse et que ça se recalme et que du coup, ne se retrouve pas avec une grogne populaire contre lui de ce côté-là. Inversement, du côté israélien, du gouvernement israélien, soyons précis, on a besoin de cette guerre pour faire oublier, d'une part, l'échec à avoir fait tomber le régime iranien parce qu'ils n'y sont pas arrivés, l'échec du 7 octobre sur lequel Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, n'a toujours pas lancé de grande enquête nationale pour voir quelles étaient les responsabilités et s'assurer que ce qui s'est passé, cette tragédie du 7 octobre, qui est une tragédie vraiment terrible, ne puisse plus se repasser. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, sachant que 45% des Israéliens estiment aujourd'hui, selon un récent sondage, que la situation avec l'Iran ne s'est pas améliorée, elle s'est même détériorée. Donc c'était très problématique pour Benjamin Netanyahou d'arriver dans ces conditions-là, dans les conditions d'un échec au moment des nouvelles élections, alors qu'il est évidemment menacé dans les urnes de pouvoir perdre son pouvoir.